Les Rohingyas ont toujours été considérés comme une minorité qui n'avait pas forcément sa place au Myanmar. Il y avait toute une rhétorique dans les mois et les années qui ont précédé le nettoyage ethnique visant à éradiquer, faire disparaître cette race, entre guillemets, à la fois de la part de hauts dirigeants de l'armée, mais aussi de groupes nationalistes bouddhistes. Des messages typiquement qui incitaient à la violence, qui assimilaient les Rohingyas à des chiens, à des sous-êtres, des sous-humains. Ce genre de messages extrêmement violents ont été promus par les algorithmes de Facebook. Pour répondre à cette question, je pense qu'il faut tout d'abord expliquer le fonctionnement de Facebook. Avant d'être un réseau social, Facebook est d'abord une entreprise et comme toute entreprise, son premier objectif est de faire de l'argent. Et pour Facebook, ce sera avec de la publicité ciblée. Et ça marche même très bien, au point où Facebook est actuellement considéré comme étant le premier réseau social en termes de revenus. On peut donc se poser la question, mais au fait, pourquoi ça marche? Eh bien, pour te l'expliquer, prenons un exemple. Imagine que tu sois le directeur marketing d'une entreprise B, tu as pour objectif de faire connaître ta boîte auprès de ta clientèle, qui est essentiellement constituée de jeunes dames âgées de 18 à 25 ans, qui aiment la mode, les sorties, les réseaux sociaux et résident dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Pour atteindre cet objectif, eh bien, tu as plusieurs choix. Tout d'abord, la télévision. Avec elle, tu peux atteindre un large public, constitué d'hommes, femmes et enfants de tout âge, et qui ont des centres d'intérêt tout aussi variés. Mais au fait, as-tu réellement besoin de tout ça? Après tout, ton public est juste constitué de jeunes femmes âgées de 18 à 25 ans. De plus, la télévision peut avoir des coûts assez importants en fonction de la chaîne, du créneau horaire ou de la durée de la publicité. Et j'avoue que si tu as une petite boîte, ça pourrait être un réel souci. Et qu'en est-il des autres médias comme la radio ou la presse? Certes, les coûts peuvent être assez intéressants, mais soyons honnêtes. Combien de jeunes dames lisent les journaux ou écoutent la radio de nos jours? Je suis pas si certain que le chiffre soit assez élevé, d'où la pertinence de savoir est-ce vraiment une bonne idée d'utiliser l'un de ces canaux. Par contre, avec Facebook, tu peux cibler tes annonces en fonction d'un certain nombre de critères tels que l'âge, le sexe, l'emplacement, les intérêts et même le comportement. Et plus intéressant, tu peux définir un montant que tu aimerais dépenser et Facebook s'occupera du reste, tout en garantissant que ce montant ne soit jamais excédé. Mais quelle flexibilité! Je ne sais pas si tu t'en rends compte. En clair, tu as le moyen de contrôler les dépenses en fonction de la situation de ta boîte. Donc, si tu es une start-up, tu peux avoir des moyens limités et d'où, justement, ce type d'offre pourrait être intéressant pour toi parce que, voilà, tu peux dire, voilà, tu dépenses 50 € par mois. Par contre, si tu es une grosse boîte, par exemple, tu es Mercedes ou je ne sais quoi, tu peux décider de dépenser, je ne sais pas moi, 100 000 € par mois pour de la publicité sur Facebook. Donc, ça te rend extrêmement flexible. Et la cerise sur le gâteau, Facebook offre une gamme d'outils de mesure tels que le nombre de personnes qui ont vu cliquer sur ta publicité ou alors le nombre de conversions générées par cette dernière. Et voilà comment Facebook arrive donc à se différencier. Et pourtant, la publicité ciblée en fonction des critères tels que le sexe, les centres d'intérêt ou le comportement exige tout de même d'avoir une sacrée compréhension des utilisateurs. Voilà pourquoi Facebook collecte énormément de données et parfois même en dehors de l'application afin justement de les analyser pour pouvoir disposer d'un profil de chacun de ses utilisateurs. Si ces profils sont essentiels, le fait demeure que les publicités ne peuvent être passées que si les gens utilisent l'application, et ceci pendant un certain temps. Plus il y a de gens sur l'application, le plus longtemps ils restent, plus grande est la possibilité de les exposer à de la publicité et plus grands seront les gains de Facebook. Et quels gains! Facebook a engrangé plus de 116 milliards de dollars de recettes en 2022. Des recettes qui sont en constante évolution depuis plus d'une décennie, et ceci notamment grâce à sa masse importante d'utilisateurs. On parle quand même de plus de 3 milliards de personnes qui se connectent à Facebook tous les mois et 2 milliards tous les jours. Mais que font-ils pour attirer et surtout retenir une telle masse? Eh bien, pour l'expliquer, il faut tout d'abord noter que Facebook n'est pas juste une entreprise technologique. Facebook est aussi l'une des meilleures entreprises au monde dans le domaine de la neuroscience, ce qui lui a permis au fil des années d'avoir une compréhension assez poussée du comportement des êtres humains et en particulier de leurs émotions. Et en jouant avec, ils sont capables d'avoir une influence assez remarquable sur nous. Tu te demandes peut-être pourquoi la couleur bleue est prédominante chez Facebook?
Eh bien, pour créer une expérience utilisateur optimale, car le bleu est très souvent associé à des émotions positives telles que la paix ou la tranquillité. Cette teinte bleue influe donc sur nos émotions, favorisant ainsi une sensation de calme, de détente et de positivité lorsque nous interagissons sur la plateforme. Sais-tu que le bouton j'aime a un très grand impact sur nous? Eh bien, lorsqu'une personne reçoit des likes sur ses publications, cela peut déclencher la libération de la dopamine qui est l'hormone de plaisir immédiat. Tu vois le sentiment que tu as quand tu t'aperçois que ta publication a été likée? Ce sentiment-là, eh bien, c'est la dopamine. Et crois-moi, il peut être extrêmement addictif. Et la suite, certaines personnes vont le rechercher en permanence et du coup être beaucoup plus présentes sur Facebook. Mais c'est pas tout. Tu ne le sais peut-être pas, mais la manière avec laquelle le contenu t'est présenté sur Facebook participe à créer un sentiment d'excitation et d'anticipation, ce qui en retour stimule aussi la production de la dopamine. La méthode utilisée ici s'appelle Infinite Scrolling, en français le défilement infini, qui génère du contenu automatiquement et sans interruption. Un contenu qui s'alterne et n'est jamais successivement du même type. Voilà pourquoi sur ton mur, tu vois en alternance du contenu provenant de tes contacts, des pages que tu suis ou ne suis pas, mais aussi des publicités. Avec tous ces déroulés, tu ne sais jamais vraiment pas quand arrivera le contenu qui t'intéresse. Alors tu scrolls et tu scrolls et tu scrolls et puis subitement, tu découvres un contenu qui est comme façonné à tes désirs. Une fois de plus, la dopamine. C'est une découverte, t'es excité, l'attente a valu la peine. Et une fois que ce contenu est consommé, tu en veux encore plus, alors tu scrolls et voilà comment tu restes des heures sur Facebook. Certains considèrent même ce réseau social comme étant une drogue. Après tout, y a-t-il vraiment une grande différence? Mais je dois t'avouer à titre personnel que je trouve ça assez incroyable. Ce que des lignes de code, couplées à de la connaissance du cerveau humain, peuvent engendrer comme conséquence de l'addiction pour certains qui se traduit en argent pour Facebook. Et c'est pas tout. Si tu te poses la question à savoir pourquoi le bouton je n'aime pas n'existe pas, mais plutôt d'autres boutons de réaction tels que j'adore, triste, énervé ou étonné, eh bien, c'est pour mieux comprendre nos sentiments. Avec ces boutons, il est bien plus simple d'associer nos sentiments à des vidéos, à des posts ou à des commentaires. Et grâce à ça, Facebook sait exactement ce que nous aimons, détestons, voire même adorons. Et avec ça, ils sont capables de stimuler nos sentiments quand ils le souhaitent. Mais bon, en réalité, ce ne sont pas des humains qui le font, mais plutôt des programmes informatiques. Et ces programmes informatiques sont certes très performants, ils peuvent analyser des milliards de personnes, des milliards de vidéos ou de posts, mais une chose est sûre, les algorithmes n'ont pas d'éthique ou de conscience et ça peut poser de sérieux problèmes. Et ceci expliquerait pourquoi Amnesty International accuse Facebook d'être responsable de la propagation de la haine envers les Rohingyas. Un contenu façonné sur les actions antérieures des utilisateurs. Si l'algorithme se rend compte que vous avez un penchant pour des contenus parlant des Rohingyas, il continuera à vous le proposer. Et si ce contenu est haineux, raciste ou sexiste, avec le temps vous risquerez de vous radicaliser, car vos convictions seraient alors de plus en plus renforcées. En clair, l'algorithme ne différencie pas toujours le contenu haineux du positif, et ainsi peut participer à la radicalisation de certains. On peut bien s'en étonner parce que Facebook a bel et bien une charte, et cette charte stipule clairement que ce genre de contenu ne peut être toléré. Mais pourquoi donc c'est arrivé? Il existerait 7000 langues parlées dans le monde, sans compter les dialectes, l'argot et le reste. Facebook n'a tout simplement pas la capacité d'en tenir compte. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du génocide des Rohingyas. Pour un pays comme la Birmanie, où l'on dénombre plus de 40 langues parlées, Facebook avait juste une personne qui était censée contrôler le flux des messages, en plus des algorithmes. C'était simplement pas suffisant. Et voilà pourquoi beaucoup de messages haineux ont pu se propager. Mais en creusant un peu, est-ce réellement possible de tenir compte de toutes ces langues, ces dialectes, l'argot et le reste? Et surtout que les langues ne sont pas statiques, elles sont extrêmement dynamiques et s'adaptent sans cesse à leur environnement.
À vrai dire, il faudrait entraîner les algorithmes à prendre en compte toutes ces langues, mais aussi avoir une équipe de personnes qui devraient constamment suivre les langues dans leur évolution afin de sans cesse actualiser les algorithmes. Et clairement, je doute fort que Facebook puisse être en capacité de résoudre ce problème dans un futur proche. Ce post, je l'ai trouvé sur Facebook. C'est de l'argot camerounais. Et clairement, si vous le comprenez un peu, c'est un post strictement sexuel, qui n'est donc pas censé se trouver là. Preuve que l'algorithme n'a pas pu le détecter, car bien évidemment, étant l'argot camerounais, il n'est sûrement pas pris en compte par l'algorithme. On n'est donc pas à l'abri, en tant qu'Africain, de tomber sur des messages sexistes, sexuels, voire haineux. Et les messages haineux peuvent aussi venir à vous, même si, à travers vos actes, vous ne l'avez pas signifié à l'algorithme. Et les messages haineux sont foncièrement négatifs et pourraient éventuellement éveiller chez certains des sentiments forts, des révoltes, voire de haine, et les pousser de manière impulsive à passer à l'acte et ensuite de faire des dégâts parfois irréversibles, comme ceux qu'on a pu voir dans le cas du génocide des Rohingyas. Néanmoins, Facebook nous assure vouloir régler ce problème, en donnant aussi la possibilité aux utilisateurs de dénoncer. Mais là aussi, il faudrait avoir un personnel qui puisse suivre des dénonciations sur une plateforme de plus de 3 milliards de personnes. Il faudrait aussi prendre en compte la censure ou la liberté. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Autant de challenges qui ne rendent pas la tâche facile. Mais tout de même, devrait-on douter de la bonne foi de Facebook? Il s'agit d'un système qui hyper amplifie les pires contenus. On avait une version de Facebook en 2008 où on avait un fil d'actualité qui était sur la famille et les amis. Et on ne parlait pas de la destruction de la démocratie à l'époque. Le nouveau système pousse vraiment les personnes dans des groupes énormes, des groupes qui, par inadvertance, sont des groupes beaucoup plus extrêmes parce que eux aussi fonctionnent avec ce classement par engagement. Et c'est pour cela qu'il y a eu ce scandale en Allemagne où on a vu que 65% des personnes qui rejoignaient des groupes nazis les rejoignaient parce qu'ils avaient été suggérés par Facebook. Cette dame s'appelle France Horgan. C'est une ancienne employée de Facebook et surtout une lanceuse d'alerte. Elle a été interrogée par le Sénat américain et lors des débats, elle nous apprenait que l'algorithme de Facebook favorisait le contenu haineux. Mais s'ils étaient au courant de ça, ils ont sûrement essayé de le stopper. Et donc, il y a cette question, mais pourquoi ils n'ont pas réparé cela? Eh bien, c'est là que le modèle commercial intervient, sans avoir une force qui les y oblige, comme le DSA. Ils vont continuer à ne pas développer ces changements, à ne pas déployer ces changements parce que chacun représente des bénéfices, 0,1%, 0,5%, 1% à chaque fois. Et ils pourraient avoir 90% moins de désinformation demain sur la plateforme. Mais ça leur coûtera quelques points de pourcentage de bénéfices. Et donc, la question qu'on doit poser, c'est est-ce que Facebook mérite d'avoir 35%, 40% de marge de bénéfices, ou même 25%? C'est la question là qu'on doit poser. En résumé, Facebook est une entreprise. Et donc, son objectif premier est bien évidemment de se faire de l'argent. À quel prix? Honnêtement, en tant qu'Africains, nous n'avons aucun moyen de l'influencer. Nos données sont continuellement analysées par la plateforme et du contenu nous est servi. Ce contenu peut être malveillant suite à nos actions précédentes ou bien juste parce que Facebook décide, pour des raisons financières, de nous le présenter. Et ce contenu pourrait très bien nous influencer. Mais ensemble, on pourra aussi se poser la question, le contenu qui est servi par Facebook ne vient-il pas de nous?
Après tout, c'est nous qui créons ces vidéos, c'est nous qui créons ces posts, c'est nous qui commentons et donc peut-être le contenu reflète un petit peu la société dans laquelle nous vivons. Vous savez, il y a peu, j'ai mis sur pied une agence qui se charge du changement de mentalité. Les mentalités, la mentalité actuelle au Congo est aussi à la base de nos problèmes. Le tribalisme s'est exacerbé, on l'a vu à mon élection. Il y a certains malins qui se disent opposants ou qui ont prétendu avoir remporté les élections, qui ont agité la corde tribale. Ils ont joué sur ça. Ils ont poussé certains Congolais à en attaquer d'autres, jusqu'à en tuer. C'est passé sous silence, mais vous devez savoir que ça a eu lieu dans notre pays. Il y a eu des victimes de mon élection, tués parce qu'ils appartenaient à la même tribu que moi. Uniquement. On ne savait même pas pour qui ils avaient voté, uniquement parce que c'était des Kassaïens comme moi. On les a tués. Et ça, c'est inacceptable. Évidemment que ceci est inacceptable. De tuer quelqu'un juste parce que, voilà, il est d'une certaine tribu, c'est complètement inacceptable. Et comme on le voit dans Facebook n'est qu'un outil. Et Facebook est très souvent le reflet de notre société. Et donc, si nous avons des sociétés extrêmement tribalistes, ce tribalisme-là va donc se déporter sur les réseaux sociaux, avec le risque que, avec des algorithmes qui n'ont pas de conscience, qui n'arrivent pas tout le temps à détecter les messages haineux, parce que voilà, c'est la complexité des langues, parce que voilà, c'est la complexité des images, c'est la complexité des vidéos. Ça pourrait nous engendrer une violence inédite. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse attention, et je suis vraiment de l'avis du président qui dit, voilà, il faut créer des agences pour justement essayer de faire en sorte que cette haine tribale qui est là comme ça, là, qui existe, qu'on essaie d'expliquer aux gens qu'elle va nous mener à notre propre perte. Mais aussi, nous, en tant qu'individus, on peut aussi faire des choses. On peut, par exemple, on peut faire beaucoup plus de contenu positif. On peut décider aussi de dénoncer les pages qui incitent à la violence. On peut aussi cultiver de l'amour autour de nous. Et voilà, et je pense que c'est là un début de solution qui fera en sorte que Facebook, involontairement, ne nous mène à un drame.